présentation. Alors maintenant, je suis médecin associé, médecin cadre, ça a un peu changé depuis. Et puis aussi médecin en fait de famille, hein, moi d'abord en France. Donc moi je me suis intéressé d'abord à la médecine du sommeil pour bien traiter nos patients en médecine générale. Bon, et puis il se trouve que depuis 10 ans maintenant, je fais plus que de la médecine du sommeil et je suis assez passionné par ça. Voilà, donc on va parler aujourd'hui de la médecine du sommeil sans somnifères, donc finalement de la grande majorité de la médecine du sommeil, parce qu'on prescrit, comme vous le savez probablement, beaucoup trop de somnifères. Si on commence un peu, c'est vrai que dans la mythologie grecque, le sommeil, on ne comprenait pas tout, et on l'appelait même petite mort, à tel point que Hypnos et Thanatos, qui sont des deux frères jumeaux dans la mythologie grecque, l'un représentait hypnos, plutôt le sommeil, avec les mots comme hypnose, hypnotique, et puis Thanatos, plutôt finalement la mort. Et à cette époque, on appelait le sommeil comme petite mort, et on n'y comprenait pas grand-chose. En fait, on comprend quand même mieux le sommeil depuis les années 30 avec la découverte de l'électroencéphalogramme, et c'est là où tout a changé. Donc, si on veut donner un peu une définition du sommeil, donc comme vous le savez, hein, on dort à peu près 30% de la vie, donc c'est une absence de mouvement volontaire, c'est quelque chose qui survient de manière périodique, avec une horloge circadienne, qui est d'ailleurs le prix Nobel de médecine de 2017. On était très contents en médecine du sommeil quand il y a eu ce prix Nobel. Et puis quelque chose qui est réversible, hein, contrairement à d'autres états de conscience ou d'inconscience comme le coma, avec une posture spécifique et puis une diminution de la conscience. Une diminution aussi des processus de perception. On perçoit encore un petit peu pendant le sommeil, mais on perçoit très différemment, globalement moins. Typiquement, pour un même volume sonore, si c'est notre enfant qui pleure, on va quand même percevoir la voix de notre enfant et se réveiller plus facilement. Donc il y a quand même une perception, il y a des études passionnantes sur le fait qu'on peut même apprendre des langues en dormant, notamment le japonais, avec des collègues français qui avaient fait cette étude. Donc voilà, on peut percevoir aussi des choses pendant le sommeil. Alors là, c'est vraiment une introduction au sommeil, mais je pense que vous savez toutes et tous que le gold standard, l'examen en médecine du sommeil, qu'on ne doit pas du tout prescrire tout le temps, mais qu'on fait très souvent, c'est cette polysomnographie. Donc nous, c'est vraiment un truc qu'on fait tous les jours, c'est la polysomnographie qu'on fait dans différentes suspicions de troubles du sommeil, qui est cet examen qui mesure l'activité électrique du cerveau, l'activité des muscles des yeux, l'activité du menton. Il faut savoir que c'est avec ces trois capteurs qu'on peut scorer les stades de sommeil, hein. Le stade de sommeil lent léger, le stade de sommeil lent profond, le stade de sommeil paradoxal. C'est grâce à ça en fait qu'on peut scorer. C'est vraiment ces trois capteurs, l'activité électrique du cerveau, les mouvements des yeux et le tonus musculaire du menton. Et nous, on score le sommeil 30 secondes par 30 secondes. L'intelligence artificielle nous aide de plus en plus, mais on fait encore ça à la main pour connaître nos stades de sommeil. Tout ça pour dire que les montres, c'est pas toujours encore très fiable pour scorer les stades de sommeil. Peut-être un peu pour savoir si on dort ou si on ne dort pas, mais certainement pas pour aller jusqu'au scoring des stades de sommeil. Alors, j'en parle pas ici, mais les montres, c'est pas d'une grande aide en médecine du sommeil, voire parfois, ça peut finalement péjorer le sommeil. Alors, on a aussi, bien sûr, hein, un capteur de flux nasal pour l'apnée du sommeil, un capteur d'oxymétrie, là aussi, pour l'apnée du sommeil, un capteur au niveau des mouvements du thorax et de l'abdomen. Et donc, on a tous ces capteurs qui sont synchronisés aussi, la vidéo pour certaines pathologies du sommeil, les micros, une voix ECG pour vraiment analyser le sommeil de manière synchronisée. Ce qui est assez incroyable quand on fait de la recherche, c'est d'avoir tous ces capteurs synchronisés ensemble. Voilà. Donc ça, c'est notre examen de polysomnographie. Et ça nous permet ensuite de faire un hypnogramme. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc une fois qu'on a scoré le sommeil 30 secondes par 30 secondes, on va obtenir un dessin comme ça. Donc là, au début, en bas à gauche, c'est le début de la nuit. En bas à droite, la fin de la nuit. Et nous, quand on a scoré, on voit l'éveil en haut. Donc là, cette personne s'est endormie assez vite. Le stade 1, le stade 2, qui représente les stades de sommeil lent léger.
le stade 3, qui représente le sommeil profond, et en orange jaune là-haut, le sommeil paradoxal, ou le REM sleep pour Rapid Eye Movement. En fait, c'est un sommeil qui est paradoxal parce qu'on a un cerveau qui va très vite et un corps tout mou. C'est pour ça que le sommeil paradoxal est paradoxal. Et il est aussi Rapid Eye Movement parce qu'on a les yeux qui bougent très vite, probablement parce qu'on regarde nos rêves, parce que c'est dans ce stade de sommeil où 90% de nos rêves vont survenir. Voilà, là on a traversé un cycle de sommeil, environ 1 heure et demie, et puis on a comme ça 3 à 5 cycles de sommeil au cours de la nuit. Ok, donc ça c'est ce qu'on appelle un hypnogramme, et c'est ça qu'on fait avec notre examen de polysomnographie. Alors là, on pourrait faire une conférence que là-dessus, sur les fonctions du sommeil, mais ce n'est pas le sujet, c'est la médecine sans somnifère, donc je passe vite là-dessus, mais en fait, c'est un des domaines en neurosciences qui est pas encore très bien connu. Hein. Ça fait que depuis les années 30 qu'on s'intéresse à ça. Et donc, voilà, là, je vous liste juste des fonctions qui me paraissent essentielles, mais il y en a probablement d'autres et on en découvre encore. La consolidation de la mémoire, ça c'est sûr, vous l'avez déjà peut-être remarqué, quand on dort bien, on apprend mieux, et on apprend encore pendant le sommeil, y compris la mémoire procédurale. Il y avait une belle étude qui montrait des personnes qui n'avaient jamais jonglé, on leur apprenait à jongler comme ça, et puis ils faisaient une sieste, et puis on voyait qu'après la sieste, ils jonglaient encore mieux qu'avant, enfin ils jonglaient surtout mieux que ceux qui n'avaient pas fait de sieste. Donc on apprend des gestes comme ça pendant notre sommeil. On a aussi la récupération physique, ça aussi on l'a toutes et tous remarqué. C'est vrai que quand on dort, en particulier grâce au sommeil profond qui survient surtout en première partie de nuit, hein, c'est pour ça qu'on dit souvent que les premières heures de sommeil comptent double. Enfin, on dit souvent les heures avant minuit comptent double, ce qui est faux. Ça dépend si on est du soir ou du matin. Mais c'est vrai que les premières heures de sommeil sont plus riches en sommeil profond, comme vous voyez ici, et ensuite de plus en plus riches en sommeil paradoxal. Bref, la récupération physique, la régulation immunitaire, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails, l'élimination des toxines, ça c'est un sujet absolument passionnant. On a le système lymphatique, et depuis les années 2010, on a le système glymphatique. C'est le système qui permet de nettoyer nos neurones, et en fait ça se passe au cours de la nuit. Donc on a l'espace extracellulaire qui est entre nos neurones, qui en fait grandit de taille, et nos neurones éliminent des toxines pendant le sommeil, et ça s'appelle le système glymphatique, qui est probablement très important dans le futur pour les démences notamment, comme la maladie d'Alzheimer. Et puis la régulation métabolique et hormonale. Voilà certaines fonctions. Je pourrais vous parler des rêves pendant 2 heures, du contrôle des émotions par le rêve, mais voilà certaines fonctions du sommeil qui me paraissent importantes. Et puis il y a ces 2 processus de régulation du sommeil, et s'il y en a s'il y a une chose, mais je vous le redirai, que vous devez retenir, c'est qu'on a ce processus homéostatique. Ça, c'est ça la médecine du sommeil sans somnifère. C'est très simple. C'est-à-dire que lorsque on se couche à 4 heures du matin, on s'endort plus vite que quand on se couche à 20 heures. C'est comme si, en fait, le matin, on lançait un sablier qui va accumuler du sable au fond du sablier, et plus il va y avoir de sable au fond du sablier, plus la pression du sommeil va être augmentée, et plus on va dormir. On le sait tous, mais c'est ce qu'on utilise en médecine du sommeil tous les jours, et ce que tout le monde devrait utiliser dans l'insomnie chronique, c'est ce mécanisme. Il faut augmenter la pression homéostatique du sommeil pour pouvoir mieux dormir. Alors on verra un petit peu comment faire, mais c'est vraiment ça. On a notamment une substance, c'est un modèle qui est l'adénosine. L'adénosine s'accumule dans le cerveau au cours de la journée, et ça, ce serait une des substances hypnogènes qui illustre bien ce phénomène du sablier et de la pression homéostatique. Et puis on a ce processus circadien, ce prix Nobel de médecine de 2017, qui fait que l'on fonctionne sur 24 heures. Nous sommes des animaux diurnes, on bouge la journée et on dort la nuit grâce à cette horloge biologique qui est dans l'hypothalamus, dans le noyau suprachiasmatique de l'hypothalamus. Et en fait, c'est ça qui fait qu'on dort la nuit, c'est ça qui fait qu'on baisse notre tension artérielle la nuit, qu'on baisse notre production d'urine la nuit. Et en fait, quand on regarde, il y a tellement de choses qui sont circadiennes, c'est absolument passionnant. Par exemple, en oncologie, on s'aperçoit qu'on pourrait diminuer les doses de médicaments si on les donnait tout simplement au bon moment, parce qu'en fait, la barrière hémato-encéphalique, par exemple,
a aussi un rythme circadien. Finalement, énormément de choses sont circadiennes. On fonctionne d'ailleurs à peu près sur 24 heures, pas tout à fait. C'est pour ça qu'on a les cellules à mélanopsine dans la rétine qui captent le bleu et qui vont faire que tous les jours, notre horloge biologique se remet à l'heure, en fait. Bref, on a une pression homéostatique et une horloge circadienne qui est propre à chacun. C'est-à-dire que le mode nuit s'active entre 7 et 9 heures, suivant les personnes. C'est pas tout le monde 8, c'est pas tout le monde 7, c'est pas tout le monde 6. Donc c'est pour ça qu'on a des durées de sommeil qui varient entre les individus. C'est globalement entre 7 et 9, mais on peut avoir des personnes à 6, on peut avoir des personnes à 10. Au-dessus, c'est plutôt pathologique. Et aussi, c'est ça qui fait qu'on est du soir ou du matin, l'horloge biologique. En fait, il y a des personnes du soir, il y a des personnes du matin, parce qu'elles ne s'activent pas finalement à la même heure, cette horloge biologique. Et la main de cette horloge biologique, vous la connaissez toutes et tous, c'est pas l'hormone du sommeil, c'est l'hormone de l'horloge biologique, c'est la mélatonine. La mélatonine, elle parle à tout notre corps, enfin l'horloge circadienne, pardon, parle à tout notre corps grâce à la mélatonine, parce qu'on a des récepteurs à mélatonine partout dans le corps. Ok. Donc on a ces deux systèmes très importants dans le sommeil. Et on va aller maintenant dans les pathologies. On va parler maintenant des troubles respiratoires au cours du sommeil. On va parler je regarde juste un peu, oui on est bien, les troubles respiratoires au cours du sommeil. Donc ça c'est quoi? C'est cette fameuse apnée du sommeil, ce syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Alors on pourrait parler aussi du syndrome d'apnée centrale du sommeil, beaucoup plus rare, que vous avez notamment chez les patients qui ont des opiacés, parce que en fait la commande de la respiration ne permet plus de respirer. Mais là on ne va pas parler de ça, parce que c'est un peu... On va parler de la pathologie la plus fréquente que vous avez dans vos cabinets, que vous avez beaucoup dans vos cabinets, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qui est donc une obstruction partielle ou totale des voies aériennes supérieures, associée à des micro-éveils. Eh bien oui, on ne meurt pas d'une apnée du sommeil. Si on arrête de respirer et qu'il n'y a pas de micro-éveil, on meurt d'une apnée du sommeil. Mais ça n'arrive jamais, parce que le cerveau se rend compte, moi ça m'est jamais arrivé en 10 ans, c'est impossible, le cerveau se rend compte qu'on est en train d'arrêter de respirer, que c'est bouché à ce niveau-là, comme ça, et donc il se réveille et on peut reprendre la respiration. Le problème qui se passe, c'est que si on respire, c'est pour oxygéner notre sang, et donc il y a des baisses d'oxygène répétées dans le sang, et ça, c'est pour ça que ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Ça, on s'intéresse beaucoup à ça à Lausanne aussi, ça augmente probablement les troubles cognitifs. Et puis le fait d'avoir ces micro-éveils, ou peut-être aussi l'hypoxémie, on ne sait pas trop, nous rend somnolents, nous fatigue, etc. Donc voilà ce que c'est que ce syndrome d'apnée du sommeil, c'est vraiment bouché, parce que lorsque le diaphragme se contracte, la pression négative qui est appliquée ici resserre nos voies aériennes supérieures, et ça se bouche ici, comme vous le voyez en arrière de la langue. Ok, ça c'est vraiment l'apnée du sommeil. Alors c'est terrible parce que la plus grosse étude qui a été faite à Lausanne du monde, publiée en 2015 dans le Lancet, elle a montré quand même que 50% des hommes de plus de 45 ans avaient un IH à plus de 15 par heure et 23% des femmes. C'est complètement hallucinant. Je veux dire, on peut même limite pas parler de pathologie. Si une personne sur deux est malade, c'est quand même un peu compliqué. Donc nous, on s'intéresse beaucoup à Lausanne de savoir qui, en fait, trouver d'autres biomarqueurs pour dire, bah voilà, ce patient, il est asymptomatique, il a 15 par heure, ou 20 apnées ou hypopnées par heure, pourquoi on doit le traiter, pourquoi on ne doit pas le traiter. Bon, ça c'est juste, cet article a vraiment changé la manière de voir les choses, et il faut comprendre que c'est très fréquent. Moi, ce qui me paraît intéressant pour vous, c'est de regarder vos patients qui sont somnolents. Là, on est sur des choses un peu plus raisonnables, c'est-à-dire qu'un index d'apnée, hypopnée à plus de 5 par heure et de la somnolence en population générale sur plus de 2000 participants, c'est 11% des hommes et 5% des femmes. Donc le point d'appel pour moi qui doit, parce que là il n'y a pas de débat, si quelqu'un est somnolent, on doit essayer de lui changer la vie, on doit essayer de l'aider. La somnolence, il faut faire attention, ce n'est pas que de l'apnée du sommeil, ça peut être de la dépression, on pense souvent à dépression égale insomnie, mais dépression égale quasiment dans plus de la moitié des cas somnolence.
c'est aussi la restriction de sommeil. Ça, c'est une épidémie mondiale. La restriction de sommeil, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut rendre somnolent. Et l'apnée du sommeil, c'est aussi très fréquent. Après, on a nos maladies rarissimes dont je ne parlerai même pas aujourd'hui, la narcolepsie, les hypersomnies centrales, mais pensez vraiment troubles psychiatriques, restriction de sommeil et apnée du sommeil, avec des scores de dépistage, notamment le score NOSAS, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais il y a un score de dépistage, vous avez juste besoin d'un tour de cou, c'est le meilleur, il a été fait à Lausanne, mais c'est pas pour ça que c'est le meilleur, c'est parce que vraiment il y a eu beaucoup d'études qui montrent que pour dépister l'apnée du sommeil, c'est vraiment un bon score, mais il y en a d'autres, il y a le stop bang, il y en a d'autres, mais le NOSAS, il est quand même vraiment pas mal. Alors comment on traite? Bah, vous le savez, hein. Vous le savez, c'est vraiment en fonction de l'évaluation clinique, mais c'est toujours, et ça c'est vrai pour vous, toujours des mesures hygiéno-diététiques, et je pense que vraiment c'est pas assez fait, hein, des mesures de prise en charge du poids, des mesures d'activité physique, on voit vraiment qu'on peut diminuer la sévérité du trouble. Par exemple, une perte de poids de 10% diminue l'index d'apnée-hypopnée de 30%. Alors là, on a une révolution, pour vous aussi, pour nous tous, tous les médecins, c'est un peu les anti-GLP-1, hein, chez ces patients obèses qui ont beaucoup d'apnée du sommeil. Bah voilà, c'est vrai que les anti-GLP-1 font perdre du poids, alors voilà, c'est pas le sujet, mais ça diminue aussi quand même pas mal l'apnée du sommeil. Il y a un article publié l'année dernière dans le New England Journal of Medicine de médecine du sommeil sur l'apnée du sommeil, avec le tirzépatide. Et on voit bien sûr que quand on perd du poids chez des patients apnéiques obèses, eh ben on diminue grandement son index d'apnée-hypopnée. Alors bien sûr, on a la CPAP. Moi, je m'intéresse beaucoup à ceux qui ont du mal à porter la CPAP, parce que je fais de l'hypnose médicale, on y reviendra peut-être, mais sur un autre sujet. L'orthèse d'avancement mandibulaire, qui avance la mâchoire inférieure, qui est plutôt plus efficace chez des patients qui ont un menton très en arrière. Alors bien sûr, si les patients refusent finalement de porter la CPAP, on va passer là-dessus assez vite. Mais voilà, c'est plutôt chez des patients un peu moins obèses que ça va mieux marcher. Et puis la chirurgie réservée à des cas très spécifiques. Voilà un peu l'apnée. Et ça, je pense que c'est le point le plus important maintenant, c'est l'insomnie chronique, parce que là, vous en avez vraiment, vraiment tous les jours. Et là, qu'est-ce que c'est que l'insomnie chronique? L'insomnie chronique, c'est quelque chose vraiment de subjectif. On n'a pas besoin d'aller dans un centre de médecine du sommeil pour diagnostiquer une insomnie chronique. C'est des difficultés d'endormissement, de maintien du sommeil, de réveil trop précoce par rapport à l'heure désirée, plus de 3 fois par semaine, depuis plus de 3 mois, avec une répercussion la journée. C'est ça, c'est tout. L'insomnie chronique, c'est ça. Et on parle toujours d'insomnie chronique, plus primaire, secondaire. C'est avec ou sans comorbidité, oui, mais on parle toujours d'insomnie chronique. DSM-5, ICSD-3, et plus récemment la classification internationale des maladies 11. Et en fait, qu'est-ce que c'est l'insomnie chronique? En fait, pour moi, ce n'est pas vraiment une pathologie du sommeil, c'est une pathologie de l'éveil. Vous verrez, les insomniaques chroniques, on parlait de la somnolence tout à l'heure, un insomniaque chronique pur, ça va être très bizarre, mais il est très rarement somnolent. Vous lui faites un score d'Epworth, qu'on utilise beaucoup pour mesurer la somnolence, il est souvent très bas. S'il est trop haut, c'est bizarre. Suspectez peut-être le fait qu'il ait aussi de l'apnée du sommeil ou autre chose. Mais en fait, c'est vraiment un état d'hyper-éveil, on le voit au niveau du cerveau, au niveau de l'axe HPA, au niveau du métabolisme, de la température corporelle, de la heart rate variability. Il y a vraiment un état d'hyper-éveil. Docteur, je ne dors pas la nuit. Ah bon, et vous faites des siestes alors? Ah non, impossible, je ne peux pas faire des siestes. Ça, c'est vraiment ça, l'insomnie chronique. Un état d'hyper-éveil. Et c'est 6 à 15% de la population générale. C'est très, très, très fréquent d'avoir de l'insomnie chronique. Et ça, vous l'avez remarqué, moi, c'est pour ça que je me suis lancé dans la médecine du sommeil en tant que médecin généraliste. C'est bien sûr connu que c'est plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, probablement pour des raisons hormonales, mais on n'a pas encore tout compris. Et puis, c'est fortement associé aux comorbidités, mais pas toujours, en particulier psychiatriques, et ça aussi, je pense que vous l'aviez remarqué. Alors, le modèle, c'est vraiment cette image ici, c'est qu'on a une prédisposition, un état prémorbide, le modèle des 3 P de Spielman, à faire de l'insomnie chronique.
Et puis, on a souvent un facteur déclenchant qui va nous lancer dans l'insomnie chronique, pardon. Et puis ensuite, des facteurs qui vont perpétuer cette insomnie. Et si on traite ça avec une benzodiazépine, mauvaise idée, mais ça, vous le savez déjà, et ben en fait, on va juste essayer de faire dormir à tout prix quelqu'un, mais on va pas du tout s'intéresser aux facteurs qui perpétuent cette insomnie chronique. Et donc voilà un peu le modèle des 3 P qui date de 1987 et qui est à la base, avec le sablier de tout à l'heure, de la thérapie, dont je ne parle pas tout de suite parce que je vais vous poser la question. Alors là, si vous avez une patiente insomniaque chronique, ménopausée avec des bouffées de chaleur, qui vient vous voir parce qu'elle a en gros de l'insomnie chronique, elle n'a pas de médicaments, bon, vous avez de la chance, bon, elle n'a pas pris de médicaments pour ça, ça fait pourtant plusieurs années qu'elle a de l'insomnie chronique, et puis, qu'est-ce que vous proposez là pour... alors, est-ce que vous proposez de faire une actigraphie? Vous pouvez lever la main, ceux qui proposent ça, c'est très bien. Est-ce que vous proposez une polysomnographie? C'est très bien. Est-ce que vous proposez alors un agenda du sommeil? Ah mais c'est excellent. C'est top. Et nous, on ne fait pas mieux en médecine du sommeil. Dans un laboratoire de sommeil, sur une insomnie chronique, on ne va pas prescrire des examens qui coûtent 2000 francs ou 500 francs, j'en sais rien, pour diagnostiquer une insomnie chronique. On va faire un agenda de sommeil. Et ça, on sait quasiment déjà si le patient va réussir à le guérir sans médicament. Quand on voit 2 beaux agendas du sommeil comme ça, on sait que oui, celui-là, il n'est pas terrible en fait, il est un peu flou. Mais celui-là, il est assez beau. Et donc, on voit ici les flèches vers le bas, l'heure à laquelle on va se coucher, on voit le type d'insomnie que c'est, on voit à quelle heure il se lève, là vous voyez une grande irrégularité dans l'heure de lever, enfin il y a plein de choses à voir, et on peut même demander au patient finalement de nous dire un peu ce qu'il a fait, ce qu'il a mangé, et donc vous pouvez, rien qu'en faisant un agenda du sommeil, et en le lisant avec le patient, avec un certain bon sens, par exemple tout simplement essayer de proposer une heure de lever la plus fixe possible, qui marche très très bien, pour lancer le sablier tous les jours à la même heure, bah vous pouvez déjà parler de ça, ça marchera assez bien. Et vous pouvez dire, ah bah voilà, quand vous êtes chez vos parents, vous dormez moins bien, bon c'est ce qui est écrit là, quand vous avez des maux de tête, enfin ça peut nous donner énormément de pistes, et c'est ce qu'il y a de mieux l'agenda du sommeil. La montre, ça sert à rien, au contraire, parce que c'est vraiment une plainte subjective. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait pour traiter cette patiente? Est-ce qu'on lui propose des benzos? Non, apparemment. Est-ce qu'on lui propose peut-être de la phytothérapie, valériane, passiflore? Est-ce qu'il y en a qui font ça? Pourquoi pas, hein, bon. Il n'y a pas un très haut niveau de preuve et c'est pas recommandé, mais est-ce qu'on propose de la TCCI? Ok, ça c'est intéressant. Donc là, il y a une vingtaine de personnes peut-être qui proposent de la TCCI. En fait, il faut proposer de la TCCI. Et ça, c'est ce qu'on dit à tous les congrès du sommeil. On est bien gentil, mais comment on fait pour proposer de la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie? Parce qu'en fait, c'est un traitement qui est très très efficace. Là, il y a les dernières recommandations qui sont parues en 2023 de la Société européenne de médecine du sommeil, qui place la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie au plus haut niveau. Donc en fait, normalement, on n'a pas le choix. Nous, tous et tous, on doit faire de la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie à tous nos patients avant de leur proposer un médicament. Le problème, c'est clairement l'accessibilité. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les recommandations européennes? Ils ont dit, ben voilà, maintenant, on a des méta-analyses sur la thérapie comportementale et cognitive numérique, digitale, et donc on la place aussi au plus haut niveau de preuve. Et c'est ça qu'ils ont fait, ils ont placé la TCCI au plus haut niveau de preuve. Mais la réalité, c'est qu'en Suisse, par exemple, on n'a aucune application de thérapie cognitive et comportementale de l'insomnie digitale encore remboursée. Alors, soi-disant que dans c'est juste après, soi-disant que dans les recommandations européennes, ils mettent une application suisse, mais franchement, elle ne marche pas. Alors, je vous mettrai quand même quelques applications en allemand et en français qui sont citées par les recommandations, mais c'est vraiment un problème. Mais en tout cas, moi je suis convaincu que c'est ça qu'il faut faire. Et la réalité, c'est que quand on interroge des praticiens de premier recours en Suisse, dans un pays riche, dans cette étude publiée en 2020, c'est que seulement
1,1%, tout en bas à droite, des patients ayant de l'insomnie chronique reçoivent de la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie. Donc ça, c'est vraiment un problème majeur. On a une thérapie qui est ultra efficace et qui n'est pas délivrée. Pourquoi il faut traiter? Bon, ça, on a publié ça récemment, mais c'était connu. Mais si on a de l'insomnie, on a suivi les patients pendant 8 ans, ben, on a plus de risques de faire des troubles dépressifs majeurs, bien sûr, chez les patients qui étaient naïfs au début. Cette étude, elle est incroyable, ça c'est pas nous, c'est Irwin, mais c'est une étude qui a montré sur un suivi longitudinal que quand on fait de la TCC à des patients qui ont de l'insomnie et qu'on les suit, eh ben, ils développent moins de troubles dépressifs. Ça, c'est vraiment bien parce que souvent on montre des associations, comme à gauche, c'est ce qu'on a fait, mais ce qu'il faut, c'est montrer que quand on traite, on diminue le risque, et c'est prouvé, on diminue le risque de faire des dépressions quand on traite l'insomnie chronique par TCC. Et les taux de réussite, et ça je vous promets, moi il y a 10 ans, quand j'ai démarré la médecine du sommeil, j'y croyais pas. Une thérapie non médicamenteuse qui en 4 à 8 séances, nous on en fait même 3, mais qui en 3 à 8 séances marche dans 70 à 80% des cas, moi j'y croyais pas. Mais maintenant que j'en fais, on fait des groupes, et tous les groupes sur 6 patients, il y en a 5, 4 à 6, ça dépend, qui dorment mieux, et ça marche toute la vie. Il y a cette étude publiée en 2022 qui montre qu'à 10 ans, si on fait de la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie sur une période d'1 mois et demi, eh ben, on n'a plus d'insomnie chronique. Donc c'est juste, il faut vraiment qu'on change les choses. Et peut-être qu'il ne faut pas délivrer cette thérapie par des psychothérapeutes, parce que si, il faut, c'est très bien. Ça, ce serait dans un rêve qu'il y ait des psychothérapeutes pour tout le monde, mais peut-être qu'il faut trouver des solutions pour le délivrer autrement. Et moi, je prône ça. Et on verra peut-être de manière digitale. Voilà. Alors, il y a des méta-analyses à peu près dans tous les domaines. Il y a vraiment des études de revue qui montrent que dans quasiment tout, peut-être le trouble bipolaire, il faut faire attention. Et encore, quand on demande au psychiatre est-ce qu'on peut faire de la TCCI dans le trouble bipolaire, souvent il nous dit oui. Mais à peu près dans tous les domaines, quelles que soient les comorbidités, il y a eu des études qui montrent que la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie fonctionne. Qu'est-ce que c'est? Je ne pourrais pas vous apprendre à faire de la TCC aujourd'hui, mais vous pouvez me poser des questions, je vous donnerai des pistes pour apprendre. Mais c'est l'hygiène du sommeil. L'hygiène du sommeil toute seule, il faut faire attention, et dans les recommandations, ils le disent, c'est que l'hygiène du sommeil, si on la donne toute seule, ils peuvent se dire « Ouh là là, ça ne marche pas très bien ». Parce que l'hygiène du sommeil, ça marche bien quand on l'associe aux autres choses. Et parfois, on pense que juste l'hygiène du sommeil, c'est la thérapie comportementale et cognitive de l'insomnie. Et en fait, c'est pas ça. La thérapie comportementale et cognitive, c'est du contrôle des stimulus, ça c'est très important. C'est des techniques de relaxation, ça c'est très important. C'est un peu de la restructuration cognitive, mais c'est surtout ça. Et ça, à mon avis, ça, on devrait nous l'apprendre en médecine, parce que c'est 6 à 15% de nos patients, c'est la restriction du temps passé au lit. La restriction du temps passé au lit, qui s'appelle sleep restriction, mais moi je préfère l'appeler restriction du temps passé au lit, c'est ça qu'il faut faire à nos patients en première intention. Et qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est assez simple, vu comme ça. Un patient là, qui va se coucher à 23 heures, qui se lève à 10 heures, c'est un cas extrême. En haut, il a ce qu'on appelle une efficacité du sommeil proche de 50%, c'est-à-dire que les périodes bleues où il dort sur les périodes jaunes, eh ben c'est seulement 50% du temps. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait dans ces thérapies? On leur explique qu'il faut aller se coucher, par exemple, en fonction de leur agenda, on regarde, on adapte, on discute, à 2 heures pour augmenter cette pression du sommeil, et se lever à 7 heures. Donc il va rester 5 heures au lit, et il va dire « Oh là là, c'est terrible, je vais dormir 5 heures, moi je veux dormir plus ». Eh bien non, il ne faut pas dormir plus, vous venez pas pour dormir plus, vous venez pour dormir mieux. Et avec ça, on améliore le sommeil de 70% des patients en 2 semaines. Par contre, vous savez, les insomniaques qui ne sont pas somnolents, et bien là, ils deviennent tous et toutes somnolents. Et ça, c'est très dur. Donc le problème, c'est qu'il faut les suivre. Il faut les revoir à 1 semaine, il faut les revoir à 2 semaines, et c'est là où ça devient très compliqué pour vous. C'est qu'en fait, si on ne les suit pas, moi j'avais essayé de faire de la TCC au début sur un coin de table, la technique, elle est ultra simple, mais si on ne les suit pas pour les motiver, adapter les choses, ils s'épuisent en fait. Donc les patients, ils dorment tous mieux, on peut même enlever les benzos au bout de 10 jours, dans la majorité des cas, mais ils disent, écoutez, c'est horrible, c'est horrible. Alors là, on les motive, et puis avec le temps,
eh ben, ça se consolide, ça va mieux. Et puis surtout, après chaque semaine, quand l'efficacité est au-dessus de 85%, on augmente un peu le temps de sommeil. Et en fait, eh ben, ça se passe très bien. Et sur un suivi en 4 à 8 séances, une fois par semaine, 1 mois et demi, 2 mois, on arrive vraiment à améliorer les patients. C'est vraiment, vraiment très efficace. Et vous tapez CBTI, formation, TCCI, donc Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia, formation pour médecins généralistes, il y a des formations canadiennes, il y a plein de trucs que vous pouvez apprendre, et c'est génial. N'hésitez pas à vous lancer, si vous trouvez le temps, de revoir les patients à une semaine. C'est peut-être à une semaine, à 3 semaines, mais vous verrez que c'est incroyable. Hein. Voilà, donc c'est vraiment le principe de la pâte à modeler. On a chacun des schémas, mais on a plein de bouts de pâte à modeler, puis on fait de sommeil, et puis on fait une grosse boule de sommeil à la fin. C'est vraiment ça qui marche. Bon, j'aimerais vraiment vous faire un cours sur la TCCI, mais c'est vraiment ça, la médecine du sommeil sans médicaments, c'est le plus important, là, dont on a parlé. S'il y a un message à savoir aujourd'hui, c'est qu'il existe une thérapie qui marche dans 7 à 8 cas sur 10 sans médicaments pour traiter l'insomnie chronique. Ça, c'est une avancée majeure, mais il faut encore que ça se développe, mais ça va se développer pour élargir la portée, voilà, pour que les patients accèdent à une thérapie au moment qui leur convient, la cohérence, le coût, l'efficacité. Moi, j'y crois beaucoup, mais il faut maintenant qu'on ait des applications, et là, je vous en mets quelques-unes. Vous pouvez aller voir l'article, hein, Journal of Sleep Research. Ça, c'est vraiment les recommandations sur l'insomnie chronique. S'il y a aussi un truc à lire, c'est ça. C'est ce que j'utilise tous les jours. Et c'est vraiment ça. Et puis là, c'est un tableau. Et c'est vrai qu'il y a une application en français qui s'appelle Terrasomnia, qui est une application française. Voilà, moi j'ai pas, c'est tout des marques, hein, donc moi j'ai pas d'action. Hein, mais effectivement, vous voyez qu'il y en a une qui est en allemand, en Suisse, qui s'appelle Mind Stress Coach. Moi, je suis allé voir, ça n'a pas l'air de très bien marcher. Qui serait même pris en charge par une assurance, non plus je ne ferai pas de pub, mais ça va peut-être se développer dans les années, et ça va vous changer la vie, parce que quelqu'un qui a de l'insomnie chronique, il faut faire de la TCC, mais comment on fait? On les adresse au centre du sommeil, merci, on les reçoit, on a 9 mois de délai pour faire de la TCC, donc c'est à peu près ça. Mais là, ça pourrait vraiment changer la vie. Changer votre pratique, j'espère. Et puis voilà, donc il y a Somnio. Bon, la plus étudiée, hein, c'est Sleepio en anglais. Hein, c'est au UK, c'est Sleepio, c'est Colin Espier, un ponte de l'insomnie chronique, qui a fait vraiment des études et des études sur la TCCI, des études et des études sur la TCC digitale. Et je crois qu'il y a une dizaine d'essais contrôlés randomisés sur une de ces applications en anglais qui s'appelle Sleepio. Voilà quelques idées pour vous aider. Et puis, ouais, ça c'est un truc qui me passionne, je ne sais pas trop si j'ai le temps, je l'ai rajouté dans le train, désolé pour la traduction, mais c'est que faire attention, on peut avoir l'apnée et l'insomnie. Ça, je me suis dit, ce serait dommage de ne pas vous le dire, parce que si vous avez un patient qui a de l'apnée, il y en a 30% qui se plaignent d'insomnie, et si vous avez un patient qui a de l'insomnie, il y en a 30% qui a de l'apnée du sommeil. Il y a vraiment un lien bidirectionnel, et pourquoi c'est intéressant, là on vient de publier ça il y a quelques jours, quelques semaines, vous voyez, en fait, c'est assez intéressant si vous regardez en bleu l'hypertension artérielle. En fait, elle est finalement associée dans cette cohorte indienne sur quasiment 1000 personnes et sur cette cohorte suisse sur 2000 personnes. Elle est en fait associée, on dit l'apnée du sommeil, ça donne de l'hypertension artérielle. Oui, mais si on exclut ceux qui ont de l'insomnie, finalement, en bleu, là, c'était pas associé à de l'hypertension artérielle, l'apnée du sommeil. C'était vraiment le fait d'avoir les deux en bleu ici qui étaient associés à l'hypertension artérielle. De l'insomnie et de l'apnée du sommeil. Donc ça veut dire quoi? Et en médecine du sommeil, on le fait aussi très mal, hein, parce qu'il y a les psychiatres qui s'intéressent à l'insomnie, les pneumologues qui s'intéressent parfois à l'apnée, mais on n'a pas, parfois on oublie de s'intéresser aux deux, mais ça veut dire que vous, moi aussi je fais de la médecine du sommeil générale, on va dire, et c'est que vous, vous les avez, donc c'est intéressant de leur poser des questions, parce que c'est très important de s'occuper des deux. Et puis, je vais le présenter au congrès suisse du sommeil l'année prochaine, je ne l'ai jamais montré, mais on est en train de montrer qu'en fait, le truc en bleu, là, c'est les AVC, les infarctus, les mortalités cardiovasculaires. En fait, finalement, à 8 ans de suivi, c'est la plus grosse cohorte du monde, la cohorte suisse, toujours Hypnolos, là. Donc, on montre en fait qu'il y a vraiment un risque augmenté d'AVC et d'infarctus significatif, x2 en haut,
quand on a à la fois de l'insomnie et de l'apnée du sommeil. Voilà, je vais essayer de... Et puis, si on fait de la TCC chez les gens qui ont une CPAP, parce que c'est dur de tolérer la CPAP, il n'y a que 70% des patients qui la tolèrent bien, il y en a 30% pour qui c'est difficile, il y a des études positives. Bon, il y a une négative, mais on va l'oublier celle-là. Bon, il faut la montrer, parce que c'est de la science, mais quand on fait de la TCC de l'insomnie, on améliore l'efficacité de la CPAP. Et puis nous, on va en faire une autre là, qui vient d'être financée, pour essayer de montrer que non seulement ça améliore l'adhérence, mais aussi ça améliore à 6 mois les troubles cognitifs et l'hypertension artérielle. Bref, voilà. Et puis alors moi, ça c'est un truc qui me passionne. On est bon là ? On est bon, on est bon, on est bon. Ça va, c'est bien. Ok, parfait. La maladie des cauchemars. Ça, pourquoi j'en parle aujourd'hui? Je ne peux pas parler de toute la médecine du sommeil, j'en parle aujourd'hui parce que ça, c'est vraiment de la médecine sans somnifères. Ça, c'est vraiment de la médecine sans somnifères. Et la maladie des cauchemars, qu'est-ce que c'est? C'est vos patients traumatisés. Moi, par exemple, je m'intéresse énormément au sommeil des migrants. J'essaye de faire financer un projet par Promotion Santé Suisse pour ça. Il y a quasiment 100% des patients migrants qui ont des cauchemars, en fait. Quasiment 100%. Et quand on pourrait dire, oui, bon, moi aussi j'en ai. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit. Si on interroge les médecins sur est-ce que vous, docteur, j'ai un cauchemar, on dit oui, mais c'est pas grave, moi aussi j'en ai. Mais en fait, eux, ils en ont vraiment beaucoup. Ça leur pourrit la vie. Moi, mes patients qui ont des maladies des cauchemars, si je leur demande entre 0, c'est pas très scientifique, mais et 10, quand même, 0, vous n'avez aucune chance, non, vous n'êtes pas du tout gêné, 10, vous êtes très gêné, la majorité des patients me répondent 8 à 9 sur 10, sur leur vie en général. Donc ils ont énormément de cauchemars. Donc vos patients qui ont des comorbidités psychiatriques, vos patients qui sont traumatisés, ils ont très souvent des cauchemars. Et si vous les questionnez, vous allez en trouver. Alors c'est peut-être, si on cherche, on trouve. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a un truc pour les aider. Alors, la définition, les critères, bon, en gros, ça c'est l'ICSD-3, la classification internationale des maladies du sommeil. Et ça c'est l'intelligence artificielle. Bon, ça je ne sais pas si c'est bien, mais on utilise ça maintenant dans nos présentations, donc ça c'est pour faire des gens qui font peur. Mais en fait, c'est vraiment des gens qui sont gênés par leurs cauchemars, qui ont vraiment une altération de leur qualité de vie à cause des cauchemars. Et voilà, une détresse notable ou une altération du fonctionnement social et professionnel. Il n'y a plus d'argument de fréquence. C'est vraiment quelqu'un qui a des cauchemars, donc des rêves extrêmement dysphoriques, où le patient se réveille orienté et alerte. Sinon, on est dans ce dont je vous parlerai à la fin, plutôt les terreurs nocturnes, le somnambulisme. C'est en gros un rêve qui fait très peur. On se réveille, on est orienté et alerte, mais on a très peur. Ça peut aggraver l'insomnie. Ça fait peur après d'aller dormir, etc. Et bien ça, c'est... Qu'est-ce que c'est que le traitement de première intention? Comme l'insomnie, c'est pas les benzos. Vous saviez déjà que c'était pas les benzos. Peut-être les nouveaux médicaments, mais je ne vais pas en parler ici, mais c'est pas le sujet. Mais ça, c'est l'Académie américaine de médecine du sommeil qui recommande en première intention une thérapie non médicamenteuse, là aussi, qui s'appelle la thérapie de répétition d'imagerie mentale, qui a vraiment une efficacité prouvée sur 9 essais contrôlés randomisés. Et puis, ça peut être fait pour tout type de cauchemars, pour les cauchemars idiopathiques. Alors, les cauchemars idiopathiques, si on demande à quelqu'un qui a une maladie des cauchemars, est-ce que vous avez subi des traumatismes? Et moi, ça a dû m'arriver une ou deux fois qu'ils me répondent non. Mais bon, ils sont quand même idiopathiques dans le sens où on n'a pas un trouble de stress post-traumatique. Mais j'ai l'impression que si on a... Bon, c'est là aussi, quel est le niveau du traumatisme, mais souvent quand même, les cauchemars, ça vient avec le traumatisme. Là aussi, je pourrais en parler des heures, c'est passionnant, mais voilà. Et puis, cette thérapie, elle réduit la fréquence et la détresse des cauchemars avec vraiment des effets persistants. C'est assez simple. Et ce qu'il y a d'intéressant, parce que moi je suis médecin généraliste, je vous l'ai dit, c'est qu'on a peu d'exposition au traumatisme avec cette technique. Donc moi, quand je me suis formé à ça, j'avais demandé à une collègue psychiatre, est-ce que tu crois que je peux faire ça? Moi j'ai un peu peur, ils sont traumatisés. Elle m'avait dit, bah oui, tu peux y aller. Moi j'ai jamais eu de problème, je crois qu'elle m'avait dit en 30 ans de carrière. Donc je vais vous dire ce que c'est. Et là aussi, je vous conseille, si vous voulez vous lancer là-dedans, peut-être de lire un peu plus que ça. Mais c'est ce qu'on appelle la répétition d'imagerie mentale. Là, il y a plein de somnologues même qui ne connaissent pas ça. C'est fait par personne. Moi, on m'adresse des gens dans tout le canton, dans toute la Romandie pour faire ça, alors que je pense que vous pourriez toutes et tous le faire. Enfin, bon,
je pense, hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier un cauchemar. Le patient écrit un cauchemar, incluant des éléments visuels, émotionnels et sensoriels. Moi, je leur dis toujours, vous écrivez ce cauchemar en mettant peu de détails. Ensuite, on modifie le scénario. Le patient réécrit un cauchemar avec une issue positive ou neutre, si vous vous occupez, peut-être peu d'enfants ici, mais on peut faire des dessins aussi. Moi, j'ai déjà fait chez des patients analphabètes, un patient analphabète, afghan, un truc horrible. Il ne pouvait pas écrire, donc il a dessiné, on a réussi à faire des choses et il n'avait plus de cauchemar. Et puis, il change les éléments perturbants. Bon, moi, j'ai introduit un peu d'imagination, d'hypnose, tout ça, mais en gros, c'est travailler, on écrit avec ses 5 sens, hein, à travers la vision, à travers vraiment les sens, un truc très détaillé. Et après, on revit cette histoire positive tous les jours avant d'aller se coucher en lisant l'image. Moi, je leur dis, vous le faites 2 fois par jour, avec comme espoir qu'ils le fassent une fois, et pendant 3 semaines. Et ça marche chez 7 à 8 patients sur 10, je dirais, moi, dans ma patientèle. Ils ont plus de cauchemars, ils sont très aidés. Il y a juste un truc, c'est qu'ils ont souvent de l'insomnie, et la TCC, ça marche aussi super bien sur les cauchemars, donc souvent on n'a même pas besoin de le faire. Et quand ils ont de l'apnée, ils n'ont pas tous de l'apnée, mais ils ont des micro-éveils, surtout en sommeil paradoxal, où on rêve beaucoup, et donc on va supprimer un peu ces éveils, et donc en sommeil paradoxal, parce que c'est là où on a le corps tout mou, donc moins de tonus musculaire, et on va supprimer ces éveils, et donc ils rêvent moins, et ils ont moins de cauchemars. Bref, cherchez toujours l'insomnie et l'apnée du sommeil. Mais ça peut être une technique intéressante qui s'appelle l'imagerie rehearsal therapy en anglais, ou la RIM, et en allemand, malheureusement, je ne sais pas. Et puis ça, c'est intéressant parce que sur des PTSD, quand on fait que de la RIM, là, si on regarde la diapo de droite, et qu'on enlève les items cauchemars à ce score qui s'appelle ZIL, moi je ne suis pas un expert du PTSD, mais ce qu'il y a de passionnant, c'est que en traitant juste les cauchemars, on diminue tous les autres symptômes du PTSD, en fait, sans faire autre chose que de traiter les cauchemars. Donc c'est important le cauchemar. Et vous en avez beaucoup aussi, encore une fois, chez tous vos patients et toutes vos patientes qui ont des comorbidités psychiatriques. Ah voilà, et là on arrive un peu à la fin, et je crois qu'on est bien aussi, et puis c'est sur les parasomnies non REM. Alors ça, c'est les gens qui marchent la nuit, donc les somnambules, ici, comme ça. C'est ceux qui vont marcher pendant leur sommeil. Ils peuvent aussi manger pendant leur sommeil, j'en parle pas ici, ça s'appelle le Sleep-Related Eating Disorder. Ils vont manger pendant leur sommeil. Moi j'ai un patient qui a mangé les cartes de jeu de ses enfants avec une grosse boule de papier quand il s'est réveillé le matin. Ou j'ai une patiente qui a confondu le lait et le cacao, donc elle a mis tout le cacao et un peu de lait, puis après elle a mangé son cacao comme ça. Mais ils peuvent aussi manger des cailloux ou des choses vraiment non comestibles. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc le somnambulisme, c'est ça. Et puis on peut avoir aussi des sexsomnies, mais ça se rapproche plus des éveils confusionnels. Et ça, il y a beaucoup de patients qui en parlent pas. C'est des actes sexuels autocentrés ou hétérocentrés. Ça rentre aussi dans ces parasomnies non REM pour non-rapid eye movements, qui survient surtout en première partie de nuit, dans le sommeil profond. Et là, vous avez des patients, hein, c'est 7% de prévalence. Alors c'est plutôt chez l'enfant, les terreurs nocturnes aussi, mais c'est aussi chez l'adulte. J'ai un peu tout mélangé parce que c'est la même chose. Le fait d'avoir des terreurs nocturnes, le fait d'avoir des éveils confusionnels ou du somnambulisme, c'est la même chose en fait, hein. Souvent les patients ont un peu de l'un et aussi de l'autre. Parfois ils n'ont qu'une chose, mais c'est rare. Ils ont toujours quasiment des éveils confusionnels. Ouais, comme ça, confus. Et puis, ça survient pendant le sommeil profond, on a une amnésie partielle ou complète de l'épisode, et c'est plus élevé chez les enfants. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que c'est augmenté par la privation de sommeil et par le stress. Vous pouvez leur dire d'essayer d'évaluer si le patient dort assez, parce que comme ils ont besoin on a besoin entre 7 et 9 heures de sommeil, s'ils dorment, là on ne parle pas d'insomnie, hein, si on se prive de sommeil, le cerveau il est très bien fait. On va pas, si par exemple moi je dors pas, j'ai pas très bien dormi la nuit précédente à cause de ma fille, parce que je devais justement lui faire un examen de sommeil, et la surveiller. Mais si la nuit prochaine, je vais pas avoir besoin de dormir 2 fois plus. En fait, le cerveau va produire plus de sommeil profond. C'est super. Donc on n'accumule pas une dette de sommeil, on fait plus de sommeil profond qualitativement. Mais pour eux, c'est un problème, parce que s'ils font plus de sommeil profond, ça fait plus d'opportunités finalement de faire des parasomnies. Et puis le stress aussi, parce que ça va fragmenter notre sommeil, entraîner des micro-éveils et faire qu'on
qu'on se réveille plus pour nous, peut-être pas pour vous toutes et tous, mais qu'on se réveille plus, mais pour eux, qu'on est plus dans un état entre veille et sommeil. Alors ça veut dire que réduire la privation de sommeil, gérer le stress, ça c'est des choses que vous pouvez lui conseiller. Contrôler l'environnement du sommeil, le bruit. Là, on est vraiment sur des trucs d'hygiène du sommeil. Prenez la photo et puis tapez hygiène du sommeil sur Google ou ChatGPT. Vous aurez encore plus de trucs que moi. C'est vraiment ça. Et puis un truc que vous devez toujours leur dire, c'est sécuriser l'environnement, parce que les lits à étages, les tapis, les escaliers, et s'ils ouvrent les fenêtres, on peut leur conseiller des alarmes, des choses vraiment pour faire attention. Et puis éviter la consommation d'alcool, la caféine, enfin c'est vraiment l'hygiène du sommeil. Et parfois des médicaments. Mais là, les médicaments, c'est pas terrible. Le plus haut niveau de preuve, c'est des benzodiazépines à longue durée d'action, c'est du clonazepam. Donc moi, j'aime pas trop ça. Et en plus, les patients, ils sont jeunes parce que même si c'est souvent, ça disparaît, si vous voulez, à l'âge adulte, on a quand même des jeunes adultes et des jeunes adultes qui vont manger des benzos. Enfin voilà, on essaye d'éviter. Et c'est pour ça que, en fait, j'ai co-lancé un projet qui est financé maintenant d'hypnose médicale dans les parasomnies non REM, où on essaye en fait on dit qu'ils ont une amnésie complète ou partielle des épisodes, mais finalement, quand on les interroge beaucoup, ils ont des souvenirs, et on essaye de leur faire revivre les parasomnies en hypnose, de changer les choses pour qu'ils aient moins peur, pour qu'ils arrivent à prendre le contrôle, et en fait qui ne marchent pas ou qui hurlent pas dans le lit. L'essai est en cours. Vous pouvez nous adresser des patients. On a inclus 43 patients, il en faut 60, c'est une énorme étude. Mais c'est pas pour ça que j'en parle, c'est parce que l'hypnose médicale, alors il y a ce qu'on fait nous au CHUV, mais vous pouvez peut-être adresser des patients pour de l'hypnose médicale chez des patients qui ont du somnambulisme. Le niveau de preuve est assez bas. Nous, on fait le premier essai contrôlé randomisé, mais c'est quelque chose qui peut quand même aider vos patients qui sont souvent démunis, parce que leur donner des benzos, c'est pas terrible. Alors déjà, il faut pas tous et toutes les traiter, hein, que les cas sévères, etc. Voilà. Et là, j'arrive à la fin, donc thérapie non pharmacologique du sommeil, la médecine sans somnifères. Finalement, c'est une grande partie de la médecine du sommeil. On n'a pas du coup parlé des hypersomnies, où là, la médecine sans somnifères est compliquée. Mais dans les pathologies que je vous ai présentées, en tout cas, la médecine, la médecine du sommeil sans somnifères, c'est la règle. La TCCI en rouge, c'est le seul truc à retenir, c'est le traitement de référence de l'insomnie chronique. Et je vous conseille de vous intéresser à ça, peut-être de vous former à ça si vous avez le temps. Enfin, il y a plein d'autres choses passionnantes et pour lesquelles on a besoin de médecins généralistes, mais c'est vrai que c'est quand même important, je pense. Et puis, la restriction du temps de sommeil, plutôt la restriction du temps passé au lit, est la technique la plus efficace, et ça, vous pouvez vous former à ça. Il existe des traitements pour les cauchemars non médicamenteux. Les parasomnies non REM bénéficient de stratégies comportementales, en particulier l'hygiène du sommeil, et faire attention à la restriction de sommeil, et puis aussi au stress, et puis peut-être des interventions prometteuses en hypnose. Donc ces approches fondées sur des preuves, c'est ce qu'on fait dans les CHU en médecine du sommeil, c'est ce qu'on fait partout, c'est ce que tous les spécialistes de médecine du sommeil recommandent. Voilà, donc c'est vraiment le principal de la médecine du sommeil, en fait, c'est rarement des somnifères. Voilà. Et je vous remercie beaucoup pour